Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans l'histoire, et ça c'est à peu près partout sur la planète, les êtres humains ont considéré le changement comme quelque chose de nuisible. Et pour protéger leur société contre le changement, ils ont inventé les religions, les coutumes, les traditions, les constitutions, les lois, etc. L'Occident moderne est une des rares civilisations à avoir regardé le changement comme quelque chose de positif. C'est tellement vrai que de nos jours, beaucoup d'Occidentaux considèrent que tout changement est un progrès. Si c'est comme ça, c'est parce que depuis 5 siècles environ, les Occidentaux ont redécouvert la science qui leur a permis d'améliorer les choses dans une foule de domaines. L'immigration au Québec est un bon exemple d'un changement globalement nuisible qui est quand même présenté à la population comme un progrès. L'honnêteté nous oblige à admettre que l'immigration au Québec a beaucoup d'aspects positifs. Les immigrants amènent du sang neuf dans le pays, des compétences qui nous manquent, des technologies, des idées et des points de vue qui sont nouveaux. Comme la majorité d'entre eux appartiennent aux classes moyennes ou aux classes moyennes supérieures de leur pays d'origine, les immigrants ont tendance à être jeunes, en santé, déjà formés, supérieurement intelligents et tellement dynamiques qu'ils ont eu le courage de se lancer à l'aventure dans un pays où tout leur était étranger. Nos immigrants ont tellement de valeur, notamment au niveau scolaire, que dans ce domaine-là, ils valent mieux que la moyenne des Québécois. Si c'est comme ça, c'est parce que le Québec et le Canada sont isolés du reste du monde par 2 vastes océans et par les États-Unis au sud qui font barrage. Le filtre des océans est tellement efficace que les immigrants sont obligés de venir en avion chez nous, ce qui permet au gouvernement de les sélectionner avant leur départ pour ne laisser entrer que les plus compétents. Aux États-Unis et en Europe, ce n'est pas l'expérience que les gens ont d'immigration, étant donné qu'une grande partie de leurs immigrants sont des illégaux qui sont rentrés frauduleusement dans les pays en marchant ou en nageant. Ce qui fait que parmi eux, il y a beaucoup d'indésirables, des analphabètes, des parasites, des criminels et parfois même des terroristes. Leur expérience de l'immigration est donc complètement différente de la nôtre. Si, après avoir dit tous ces compliments au sujet de nos immigrants, je persiste à dire que l'immigration au Québec est un phénomène globalement nuisible, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, même si nos immigrants sont des gens souvent très productifs, il faut quand même admettre qu'ils viennent ici pour s'enrichir et non pas pour payer nos pensions ou pour ramasser nos déchets. Ils ont donc tendance à prendre le plus qu'ils peuvent du Québec et à y laisser le moins possible. Les coûts sociaux de l'immigration sont donc énormes. Il faut payer du bien-être social, du chômage, des pensions de vieillesse à beaucoup d'immigrants. De plus, il faut compter avec la médecine gratuite, les écoles gratuites, les routes gratuites, etc. De plus, beaucoup de groupes ethniques ont des besoins spéciaux. À Montréal, par exemple, on trouve des hôpitaux juifs ou chinois qui sont payés par les taxes des Québécois. Et plusieurs institutions ont été obligées de se doter de salles de prière pour les musulmans ou encore de cuisine halal ou cochère pour les sémites en général. Tous ces coûts-là ne seraient pas grand-chose s'il ne s'ajoutait pas le fait que les immigrants se regroupent majoritairement avec nos ennemis du Canada anglais pour nous maintenir faibles, pauvres et sous contrôle. C'est parce que les immigrants ont voté à 95% non lors du référendum sur la souveraineté de 1995, alors que nous on a voté à 60% oui, que les Anglo-Québécois peuvent continuer à nous voler une partie de nos taxes provinciales et fédérales pour financer leurs institutions, entre autres, les 3 universités, les 6 cégeps, les 18 hôpitaux, etc. C'est parce que les immigrants ont voté contre nous en 1995 que le Canada anglais peut continuer à détériorer nos routes, nos chemins de fer, notre fleuve Saint-Laurent, en traversant gratuitement le Québec en camion, en train, en bateau ou par pipeline, sans jamais nous payer de droit de traversée, comme ce serait le cas si on était devenu un pays souverain. C'est parce que les immigrants nous ont empêchés de devenir un pays indépendant que le Canada peut continuer à détourner 50% de nos taxes à Ottawa, dont une partie sert à nous nuire, ou à détourner vers Toronto une partie de nos industries secondaires et tertiaires, nos vols internationaux, notre bourse des valeurs, etc. Autrement dit, si l'immigration est globalement nuisible au Québec, c'est parce que les immigrants aident à nous maintenir dans la pauvreté. Seulement 5% d'entre eux ont compris que ce n'était pas du tout leur intérêt de vivre dans la province la plus pauvre du Canada. Quand d'innombrables emplois, 100 000 et 200 000 $
se retrouvent à Toronto plutôt qu'à Montréal. Il y a beaucoup de taxes qui sont payées en Ontario au lieu d'être payées au Québec. Et c'est tout le Québec, immigrants compris, qui doit payer plus d'impôts pour combler le manque à gagner. Au Québec, les immigrants sont tellement obnubilés par leur gratitude envers le Canada anglais qui les a laissés rentrer au Québec que par tradition, ils considèrent les Québécois de souche comme des espèces d'ennemis héréditaires. Cette tradition leur est transmise au moment de leur arrivée par les organisations de leur groupe ethnique. Au Québec, les immigrants nous observent pour savoir ce qu'on va voter de façon à voter l'inverse. Alors, si on vote oui, ils votent non. Si on vote non, ils votent oui. Si on vote à gauche, ils votent à droite. Si on vote à droite, ils votent à gauche, etc. Il faut reconnaître que l'immigration au Québec a été un phénomène globalement nuisible depuis très longtemps, en fait depuis la préhistoire et même au-delà. L'immigration des premiers Amérindiens au Québec a causé une véritable catastrophe écologique. On le sait parce que nos biologistes ont montré qu'après la destruction des habitats naturels, la cause la plus importante de disparition des espèces vivantes, animales ou végétales, était l'introduction d'une espèce étrangère dans un écosystème. L'immigration des premiers Amérindiens a donc causé la disparition de nombreuses espèces vivantes. Au cours des millénaires suivants, l'immigration de chaque nouvelle tribu amérindienne a causé des guerres et des massacres. Bien sûr, tout ça s'est perdu dans les brumes de la préhistoire, mais les travaux de nos préhistoriens ont montré que ces conflits-là ont vraiment eu lieu. Pour ce qui est de nos historiens, ils nous disent qu'une immense catastrophe s'est produite au Québec à la suite des voyages de Jacques Cartier qui se sont échelonnés de 1534 à 1542. On sait que cette catastrophe-là s'est produite parce que les Iroquois que Jacques Cartier a rencontrés quand il est venu dans la vallée du Saint-Laurent avaient disparu quand Champlain est revenu au Québec en 1608 pour fonder la Nouvelle-France. Ce qui est vraisemblablement arrivé entre le passage de Jacques Cartier et l'arrivée de Champlain, c'est que les maladies européennes que transportaient sans le savoir les marins de Jacques Cartier ont été transmises aux aborigènes, parmi lesquels ils ont hiverné, notamment lors du deuxième voyage de Jacques Cartier. Comme la majorité de ces marins sont alors tombés malades du scorbut, et beaucoup en sont morts, leurs organismes ont été affaiblis, ce qui fait que les germes, les microbes, les virus qu'ils avaient en eux ont pu proliférer et ont pu être transmis aux aborigènes qui étaient autour d'eux. Après le départ de Cartier vers la France, ces épidémies-là se sont répandues parmi les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent, dont les populations ont périclité, ce qui fait qu'ils n'avaient plus assez de guerriers pour se défendre contre les Montagnais, les Algonquins, qui ont profité de leur faiblesse pour conquérir la vallée du Saint-Laurent, qui valait beaucoup plus que les montagnes où ils habitaient, étant donné que s'agissait d'un territoire plat, fertile, avec un fleuve, etc. Les Algonquins et les Montagnais ont donc refoulé les Iroquois vers les montagnes de l'État de New York actuel. Quand Samuel de Champlain s'est présenté en 1608, il a été reçu à bras ouverts par les Amérindiens qui avaient remplacé les Iroquois, principalement parce qu'il leur apportait toutes sortes de biens européens qui avaient une valeur inestimable pour eux, des outils, des armes de fer, des couvertures, de l'eau de vie, etc. Depuis, les nouveaux alliés de Champlain ont tout de suite songé à l'utiliser lui et ses hommes et leurs armes à feu pour aller attaquer les Iroquois dans le futur État de New York, les Iroquois qui menaçaient de redescendre de leur montagne pour venir reprendre la vallée du Saint-Laurent. Dès 1609, c'est-à-dire un an après son arrivée, Champlain a été obligé d'accompagner ses alliés Iroquois, ses alliés algonquins, dans la région du lac Champlain pour un raid contre les Iroquois. Malheureusement pour les alliés autochtones de Champlain, ils avaient tort de penser qu'ils seraient toujours suffisamment nombreux pour dominer et absorber la poignée d'immigrants qu'il amenait avec lui. Ils ne pouvaient pas se douter qu'avec les colons revenaient des maladies européennes qui allaient exterminer la majeure partie de leur population. En Nouvelle-France,
la propagation des maladies a été d'autant plus rapide que nos missionnaires et nos coureurs de bois se sont tout de suite enfoncés très loin à l'intérieur du continent en utilisant son vaste réseau de fleuves, de lacs et de rivières. Au cours des siècles suivants, les maladies allaient se répandre partout à l'intérieur du continent, même là où les Européens n'avaient pas été, ce qui a amené un dépeuplement généralisé. Tout ça a eu pour résultat que, par exemple, les vastes forêts que les pionniers de la conquête de l'Ouest défrichaient étaient souvent des forêts jeunes qui venaient de repousser au cours des 50 ou 60 années ayant précédé leur arrivée. Du côté de la Nouvelle-France, l'immigration a été un phénomène positif tout le long du régime français, essentiellement parce qu'il s'agissait de gens qui venaient de France, c'était des femmes, des soldats et des travailleurs qui avaient souvent été sélectionnés en fonction de leurs compétences et qui donc venaient peupler, renforcer et défendre la colonie. L'intégration de ces immigrants était tellement facile et rapide que l'Acadie et le Québec ont été les deux premiers pays de l'histoire où la majorité de la population parlait français. À cette époque-là, en France, la majorité de la population parlait soit des patois ou soit des langues locales comme le breton, le basque, l'occitan ou le provençal. La nature positive de l'immigration a bien sûr disparu complètement avec la conquête, étant donné que les Anglais ont alors entrepris d'appauvrir systématiquement le peuple québécois en réservant les meilleurs emplois du pays pour des immigrants qu'ils faisaient venir directement d'Angleterre. Depuis cette époque, l'immigration au Québec a été conçue et utilisée pour nuire à la population locale. Il s'agissait bien sûr d'un crime d'autant plus grave qu'il s'agissait de détruire un corps social tellement sain qu'il allait résister à toutes les agressions organisées par la plus grande puissance de l'époque. Comme le peuple québécois n'a jamais été protégé par un État digne de ce nom, il est clair que sa survie a été due à des causes naturelles tout à fait fondamentales qui n'ont rien à voir avec la volonté humaine. On ne peut pas expliquer autrement qu'un peuple issu de seulement 2600 pionniers français puisse encore aujourd'hui représenter 80% de la population du Québec, alors que ce dernier a été submergé pendant des siècles par des millions d'immigrants. Pour donner un seul exemple de ce que je viens de dire, Lord Durham, dans son fameux rapport, a signalé qu'en 1832, la ville de Québec avait reçu 52 000 immigrants, alors que la population entière du Québec s'élevait alors à peu près 1 demi-million d'habitants. Ça veut dire qu'en une seule année, nous avons reçu 10% de notre population totale en immigrants. Or, de nos jours, les descendants de ces immigrants ont presque tous disparu de la région de Québec. Ils sont partis. En fait, si tous les immigrants qui sont entrés au Québec depuis 254 ans y étaient restés avec leurs descendants, et ça compte tous ceux qui sont partis vers les États-Unis, le Québec actuel compterait plus d'habitants que l'ensemble du Canada actuel. Si le Québec, le peuple québécois, a survécu aussi bien et aussi longtemps, en dépit d'une invasion aussi massive et aussi prolongée, c'est à cause de la géographie et du climat du pays. La géographie du Québec est tellement spéciale qu'elle a donné naissance à deux mouvements de peuplement complètement différents. Le premier de ces mouvements de peuplement est dû au fait que la vallée du Saint-Laurent a une structure en cuvette, une cuvette vers laquelle s'écoulent naturellement l'eau, les matières premières et les surplus de population des régions environnantes. Tout ça, ça a favorisé la naissance et la multiplication sur place d'un peuple sédentaire homogène, fait du mélange de tous les gens qui ont décidé de rester dans le pays. À ce premier mouvement de peuplement, s'en est ajouté un deuxième qui est dû au fait que le fleuve Saint-Laurent était la principale voie de pénétration vers l'intérieur d'un continent qui a longtemps été riche et sous-peuplé, ce qui favorisait la traversée rapide du Québec par des masses d'immigrants en partance vers l'ouest. Quand, après 1763, l'invasion des immigrants britanniques a commencé, les Québécois se sont simplement repliés dans les régions périphériques pour laisser passer le flot des immigrants. Comme ils n'avaient pas d'État, ils se sont alors protégés en se regroupant autour de leur paroisse rurale qui était pratiquement autonome, mais qui était reliée entre elles par un réseau de routes. Un tel système en réseau, on le sait aujourd'hui,
est particulièrement solide et pratiquement indestructible, surtout lorsque ce réseau relie des noyaux de peuplement où la population augmente et qui crée des essaims qui s'éparpillent partout sur le territoire, un peu à la manière des métastases d'un cancer. Un tel système en réseau est tellement solide et indestructible que c'est celui qu'ont choisi les militaires américains lorsqu'ils ont créé le réseau Internet en prévision d'une éventuelle attaque nucléaire. Si, pendant 254 ans, le peuple sédentaire formé par les Québécois de souche a été traversé par plusieurs vagues successives de nomades, c'est parce que la pompe à immigrants qui attirait tous ces gens-là ici n'était pas située au Québec même, mais dans l'ouest du continent. Dans l'affaire, le Québec a toujours servi de simple porte d'entrée. Il faut bien finir par s'en rendre compte. La vaste majorité des immigrants qui ont déferlé, qui déferlent encore sur le Québec, ne sont que des nomades qui ne font que passer. Ils ne nous sont pas destinés. Ce qui attire les immigrants ici, c'est la richesse de l'Amérique du Nord et non pas la pauvreté du Québec. C'est d'autant plus vrai que la principale caractéristique des immigrants, c'est de toujours se diriger vers la richesse et si possible vers la richesse maximale. Pour y parvenir, ils emploient tous à peu près la même stratégie, c'est-à-dire qu'après avoir fait l'énorme dépense qui représente pour eux leur venue au Québec, les membres d'un nouveau groupe ethnique s'installent à Montréal, le temps de se refaire assez d'argent pour faire venir le reste de leur famille. Quand ça c'est fait, les membres de cette famille se mettent à quitter un par un vers l'ouest de l'Amérique du Nord, après quelques années, quelques décennies ou quelques générations. Ça me permet de faire remarquer que s'il existe une loi de l'immigration, c'est qu'une fois que le processus est lancé, le flot des immigrants est entretenu avec de l'argent qui provient du pays d'arrivée et non pas du pays de départ. Dans le cas du Québec, ça veut dire que l'argent qui permet de faire venir des immigrants au Québec provient du Québec lui-même. De plus, le flot des immigrants continue de couler jusqu'à ce que la différence de richesse et de confort entre les deux pays ait pratiquement disparu. Maintenant, si on revient au mouvement de peuplement dont on a parlé tantôt. Après la conquête par les Britanniques, deux mondes ont commencé à s'affronter au Québec. Deux solitudes qui avaient des intérêts, des préoccupations et des mentalités complètement divergentes. Aux Québécois, dont la majorité était formée par des agriculteurs ignorants mais sédentaires, s'opposaient des immigrants britanniques qui étaient beaucoup plus mobiles, plus instruits et qui étaient urbanisés et qui ne rêvaient que de s'enrichir avec la richesse qui provenait de l'Ouest canadien. Comme les Anglais avaient alors une mentalité semi-nomade, ils ont vite équipé le Québec avec des systèmes de communication comme des routes, des canaux et des chemins de fer qui ont tous eu pour effet d'accroître leur émigration vers l'Ouest. Bien sûr, cette émigration a principalement concerné les plus jeunes, ce qui fait que de tout temps, les jeunes immigrants au Québec ont quitté en camion de déménagement et les plus vieux en corbillard, c'est-à-dire qu'ils mouraient. Ce processus de vidage a agi lorsque nos immigrants provenaient de Grande-Bretagne ou d'Europe et agit encore de nos jours avec nos immigrants qui proviennent du tiers-monde. La grande nouveauté, c'est que depuis 40 ans environ, les Québécois de souche sont en situation de dénatalité, ce qui donne l'impression au Canada anglais qu'il va pouvoir enfin en finir avec nous. Bien sûr, ça ne se produira pas, étant donné que si ce projet de génocide n'a pas fonctionné lorsque nous étions 60 000, ça ne fonctionnera certainement pas aujourd'hui où nous sommes 100 fois plus nombreux et beaucoup plus puissants, parce que de nos jours, nous sommes instruits. De toute façon, les autres données concernant le Québec n'ont pas changé. Il s'agit d'un territoire qui reste plus pauvre que celui de ses voisins, et ce qui incite nos immigrants à continuer de considérer Montréal comme une ville de transition. De plus, les régions périphériques du Québec demeurent massivement francophones, et ça risque pas de changer étant donné qu'à chaque fois que nos gouvernements ont donné de l'argent aux immigrants pour qu'ils aillent s'installer en région, ceux-ci y ont été, ont pris l'argent et ont fini par repartir. De toute façon, la raison pour laquelle les Québécois de souche ont arrêté d'avoir de grandes familles, c'est parce que ça fait très longtemps que le Québec rural est surpeuplé. C'est tellement vrai que de 1840 à 1930, la moitié des Québécois de souche ont été obligés de s'expatrier. C'est l'industrialisation du pays qui a permis de réduire notre taux de natalité et qui a permis également de donner de l'emploi
à une population en croissance constante qui atteint aujourd'hui le chiffre record de 8 millions de personnes. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les processus qui ont donné naissance au Québec moderne sont présentement en action dans tous les pays du Sud qui sont en train de se métamorphoser à une vitesse inimaginable. Ces peuples-là sont en train de vivre en 20 ou 30 ans des transformations que le Québec a vécues en 50 ou 70 ans. Cette formidable accélération de l'histoire a été causée par des moyens de communication modernes comme l'Internet qui permettent de transférer rapidement et à faible coût le savoir des pays riches vers les pays pauvres où des villes hypermodernes sont en train d'être construites. L'industrialisation du tiers-monde a eu pour effet secondaire d'amener une désindustrialisation des pays riches, ce qui fait que les écarts de richesse entre les continents se réduisent constamment. Dans le cas de l'Amérique du Nord, ça veut dire entre autres que sa vieille pompe à immigrants est en train de s'arrêter. C'est d'autant plus vrai que l'appauvrissement du continent va être formidablement accéléré par l'immense crise économique qui a commencé en 2007 et qui s'apprête à donner tous ses effets les plus catastrophiques sur nos économies. Cette crise est bien réelle et elle est inévitable étant donné qu'elle est le produit d'une mentalité de gaspillage qui nous vient de très très loin. La crise qui s'en vient est tout simplement trop grosse, trop proche et trop vite pour que quelqu'un puisse arriver à l'arrêter. Quand elle aura fait disparaître des dizaines de millions d'emplois en Amérique du Nord, le chômage va augmenter et l'immigration va s'arrêter brutalement, exactement comme ça s'est produit lors de la crise des années 30 à la suite du crash boursier de 1929. Dans le cas du Québec et de sa population record, son appauvrissement va faire que il va redevenir un pays surpeuplé, exactement comme c'était le cas avant le début de son industrialisation. Montréal, qui ne recevra plus d'immigrants, va donc commencer à se vider en commençant par ses immigrants les plus récents. Signalons que, contrairement à ce qui s'est passé avec la crise de 1929, nous ne sortiront pas facilement de la crise qui va commencer, étant donné qu'elle a une origine environnementale. Nous sommes tout simplement beaucoup trop nombreux sur la planète pour les ressources disponibles. La planète était déjà gravement malade quand elle n'avait supporté seulement qu'un demi-milliard de riches. Maintenant que 7 milliards d'êtres humains, bientôt 9, travaillent à se donner un niveau de vie à l'américaine, on peut prédire sans crainte de se tromper que le bon vieux temps n'est pas prêt de revenir chez nous. Dans le cas du Québec, la crise aura au moins un effet positif, un rare effet positif. C'est qu'elle va faire disparaître le confort et l'indifférence qui a amené tant de Québécois à ne pas se soucier de politique et de souveraineté. Quand tout le monde se débattra avec une pauvreté croissante, il va être très facile de convaincre les Québécois que, contrairement aux autres pays, ils possèdent une immense réserve de richesses qu'ils n'ont jamais utilisée, c'est-à-dire tout ce que le Canada anglais a détourné du Québec à son avantage depuis 254 ans. En faisant la souveraineté, le Québec va récupérer cette source de richesse et pourra même devenir moins pauvre que l'Ontario. Ce qui fait que beaucoup des personnes qui ont émigré en Ontario vont vouloir revenir au Québec. Un Québec souverain va donc se retrouver dans la situation enviable où il pourra choisir ses rares immigrants en fonction de ses besoins à lui, et uniquement de ses besoins. Pour la première fois depuis la conquête, l'immigration aura recommencé à être quelque chose de positif et d'avantageux. Comme d'habitude, je vais avoir besoin de votre aide pour diffuser cette vidéo dans les médias sociaux. Je compte sur vous. Je vous remercie à l'avance.